Donc, moi, je vous avais proposé dans le petit extrait intitulé Pentaour, le géographe, qui ne sera grammaticalement parlant pas très compliqué, je pense, mais on sera plus sur du vocabulaire qu'autre chose, mais justement du vocabulaire appliqué. Et je pense que M. Bonny, c'était ce qui l'amusait et l'intéressait. Donc, une scène que vous voyez ici à l'écran, cette scène qui est célébrissime, qui reprend le siège d'Apour, qui est une des rares scènes de l'Antiquité où on voit aussi détaillé la manière de faire le siège d'une forteresse et le détail même de la forteresse avec le principe de l'échelade qui est ici. Et ce texte fait référence à un fait d'armes et à une campagne de Ramsès II extrêmement célébrissime qui est représentée en nombreux endroits. Donc revoici cette scène qui est représentée ici et que l'on retrouve en différents endroits. On retrouvera donc la fameux siège de la Pour qui se trouve ici, près de la salle hypostyle, et les batailles de Calèche qui sont représentées également ici sur les pylônes. Ce qui nous intéresse, nous, principalement, ce serait évidemment le texte. Il s'agit donc ici d'un poème dit de Pentaour, et c'est ainsi que le texte est connu non seulement par plusieurs représentations en hiéroglyphique sur les parois des temples, mais on va également le retrouver. Donc il y a plusieurs versions qui existent, mais on va également le retrouver sur les papyri, et on voici deux. Le papyrus Salier 3 premier qui est conservé au British Museum, et un autre, par exemple, qui est le papyrus Réfé, poème de Pentaour, toujours. Et donc je vous proposais ici les premiers vers de ce fameux poème, mais qui est beaucoup plus long que ça, bien entendu. Parce que je parlais de poids de calage pour pouvoir découper un texte, eh bien, il y a, comme je disais, le N25, ce qui est intéressant ici dans l'exercice pour mettre plus en évidence la structure du texte. Et on voit que déjà là, on va avoir le texte qui va se structurer, rien qu'en utilisant ce petit hiéroglyphe N25. Ça, je vais l'enlever, comme ça on verra plus clair. Hop. Et ça, c'est un copier-coller de la ligne 1 qui n'a rien à faire. On voit que déjà se structure ici, pareillement, des groupes de signes qui se répètent. Ça se découpe comme dans du beurre. Et ça se structure assez facilement, puisqu'on va avoir, à chaque fois ici, on voit apparaître des récurrences de MPA, MPA, et ensuite ta IN, qui vient ici. Encore ici le N25 qui nous permet de nouveau de couper le texte. Et vous voyez comme ça s'organise tout seul. Ici, là, peut-être une petite différence. On a ici de nouveau des noms de lieux. Et de nouveau un MPA. Et là, hop. Et donc, rien qu'en utilisant ce déterminatif, ce simple signe, on peut déjà arriver à découper le texte et à mettre en évidence d'autres structures, manifestement. Alors, je ne l'ai pas préparé, mais c'est vrai que je pourrais le rechercher, c'est pas un problème. Sur l'usage du pronom pas, donc le pronom pas qui devient un article pas. Et là, je n'ai pas été assez loin, puisque je devais le couper là aussi. Et donc, on aura ceci qui se découpe déjà ainsi. Assez logiquement, j'ai un INF. Alors là, on pourrait dire deux choses. C'est que il a fait, mais c'est une forme ici, SGMNF, qui au Nouvel Empire va évoluer.
dans le sens où cette forme qui, au Moyen Empire, sera utilisée plutôt pour exprimer le passé, les choses accomplies, il aura tendance progressivement, en néo-égyptien, à exprimer le présent. Et ça, c'est une évolution. On se rend compte que une forme grammaticale qui exprimait plutôt des phases qui semblaient avoir un sens de passé va tout doucement avoir une forme plutôt qui exprimera le présent. Alors le il, c'est le sujet, mais qui est ce il? Si on remonte un petit peu dans le texte, on voit apparaître ici des signes que nous connaissons bien, le roi de Haute et de Basse Égypte, le fils de Ré, et bien entendu, cela nous fait référence à Ramsès, qui était ici, et donc on aura donc Luzert Mahatre, qui était ici, mais qui est également le Hemer Himen, l'aimé d'Amon, Ra-Emes, autrement dit Ramsès, doué de vie éternellement. Jusque-là, on est sur du velours. On va faire trop de fautes d'orthographe. Lorsque l'on remonte à la première ligne, et là, tout le monde regarde, on va peut-être agrandir, hein, parce qu'on ne voit pas mieux comme ça. On va avoir ici de nouveau cette forme M-pas, donc en état de ce, de le, à la notion de démonstratif pouvant et évoluant. On aura un mot qui est ici qui se termine par 3 traits du pluriel, donc je sais que là, je vais pouvoir le séparer. Donc à mon sens, là, on a plutôt une forme ni, qui se traduira par un, de, voire du. Nous avons le mot ha, qui est ici, qui est donc le mot avec le prodrome de Lyon qui était ici, qui est donc le début. Donc là. De ce, de ces, plutôt au pluriel ici, et nous avons quelques mots, je suppose que vous l'avez trouvé. Et donc littéralement, on aura ici, dans cette première phrase, début, ça annonce la couleur. Hein. Début, je crois qu'on le traduit aussi par commencement. Ouais. Oui. Ça revient même, parce que c'est le début, c'est l'entame des victoires de Ramsès. Donc voilà, après on a son titre, on a juste les deux noms d'intronisation et le nom de naissance et le nom d'intronisation, résumé aux cartouches, et voilà, on dit voilà. Donc début du récit des victoires de Ramsès II, qu'il a fait, qui sont accomplis. On retrouvera le NPA qui est ici répété. Donc littéralement c'est en état de ce ou de le. Encore une fois, je vous dis, ça évolue, il y a débat à ce sujet. Pardon. On a donc une phrase finalement assez classique, puisque on a le verbe, le groupe verbal, le sujet qui est un sujet de rappel, puisqu'il fait rappel au roi. On a un mot qui est bien connu, qui est le mot pays, de. Et là, j'étais un peu loin, un peu vite, vous voyez, toujours, oui, puisque j'ai un N25 que je n'ai pas séparé ici, hein, que j'aurais dû le séparer. Et donc, on a un premier pays qui est ici, pays de, on va voir, de Keta. Alors, ils ne nous mettent pas de « et », mais il est sous-entendu quelque part
et de Naharina. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Faire que ce soit visible, c'est plus agréable. Je ne pense pas que vous ayez dû rencontrer de grosses difficultés. Là, on va avoir une forme un peu plus abrégée, mais ça viendra aussi pareil. Et dans le pays de... Donc on a toujours la même structure, hein, c'est tout à fait construit de la même manière. Et là, on sera dans le pays du Réténou. Et pas faire trop de photographes. On a écrit soit Réténou, soit Réténou, enfin il y a des variantes d'écriture, des variantes de graphie, je vais y arriver, moi. Réténou, voilà. On continue à avoir les compléments qui introduisent les noms de lieux. Donc on n'a que des compléments circonstanciels de lieux finalement. Là, nous serons sur le pays de Hadassa. Et la question est de savoir aussi, ça c'est la question que je me suis posée quand même, de voir, avec le jeu des pas et des M, de voir s'il n'était pas possible d'avoir, je ne veux pas dire une mise en abîme, mais en tout cas une inclusion, et s'il n'était pas question de savoir si on ne parlait pas d'une ville dans un pays, donc un peu comme si on avait dit... et alors j'ai conquis Paris dans la ville, enfin la ville de Paris, dans le pays de France. Et de voir si on a des notions. Donc là, c'est de voir si on ne parle que de cité. Naharina, ce n'est pas une cité, c'est tout un territoire. Et donc, la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est de savoir si quand on a la dénomination d'une cité, c'est que si cette cité n'est pas mise en relation éventuellement avec le territoire qu'elle contrôle. C'est la notion de frontière sur laquelle on reviendra aussi tout à l'heure, il faut que j'y pense. Et donc là, on aura les Dardaniens. On continuera avec... Et là, j'ai eu le découpage un peu violent, me semble-t-il, puisqu'on va plutôt le découper, à mon sens, comme cela. Le A avec le pas. On retrouvera ceci, la même chose, hein, le pays 2, PR2. Et dans ce cas-là, on sera sur le pays de Mahassa. Alors, je vous assure qu'on trouve pas mal de graphies différentes parfois pour le même nom, et donc c'est un peu troublant. On va le voir aussi. Et c'est là que je pensais que, d'après ce que j'avais déjà lu, puisqu'on aura de nouveau ici M, pas, mais écrit seulement comme ça, avec le pays de la terre de, et de mémoire, justement, Massa fait partie d'un pays de Kargiza. Et ce pays de Kargiza étant, et là on a simplement avec Luka. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Question.
Ici, on est sur quelque chose de tout à fait atypique par rapport à ce qu'on a déjà pu voir dans différentes traductions. Et voilà que j'y pense, en fait. Nous sommes donc à une époque ramesside. Et ici, nous avons quelle lettre? Un lion. On a un lion, effectivement, qui d'ordinaire va plutôt se traduire par rou, comme dans Ruki. Et là, on va paraître le L, et donc le L qui n'était pas prononcé précédemment. Il n'y a pas de L dans l'alphabet, donc c'est un peu, c'est un peu comme les Asiatiques qui n'arrivent pas à prononcer les R et roulent les R et les L. Donc on est un peu ici sur la même chose, et on va apparaître ici une graphie du L pour le lion qui était ici. Donc, est-ce que c'est une influence étrangère? Potentiellement, ce ne serait pas plus surprenant que ça. Mais voilà, nous avons un L qui apparaît et qui, en principe, on n'attend pas de voir avant des époques ptolémaïques, par exemple. Voilà. Mais on va apparaître ici ce lion avec une graphie L qui était ici. Après, il faut approfondir, hein, c'est une hypothèse. Là, j'ai parti, vous avez vu, mais ici on a, moi ça m'a fait gratter un petit peu, dans le sens où je me demandais de quoi il pouvait bien s'agir ici, jusqu'à comprendre que ceci, nous avions un M graphie néo-égyptienne, donc ce M a la même valeur phonétique et grammaticale que le M qui était ici, et donc c'est la ville de Lucca, en état de, est-ce qu'il change volontairement de M, de forme de M ici par rapport au précédent question, puisque ici on aura à ce moment-là la ville de Cargiza, Lucca, de Carchemish. Et là se trouve ensuite un nom de lieu, justement, qui est celui qui est emblématique et qui était ce fameux verrou géographique, à savoir Kadesh. Pardon, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, le M, juste avant Carchemish, moi j'avais peut-être tenté de le traduire par GS en fait. J'avais pensé que ça pouvait être le mot GS, c'est-à-dire de rive frontière peut-être de Carchemish, et pas le M d'état. Ça m'avait choqué cette graphie. Pour un M d'état, je l'avais écarté. Alors je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ouais, non, c'est, attendez, hop, édition. C'est que bon, on a la graphique qui est un peu différente à débattre. Ce qu'il y a, c'est que GS, c'est aux côtés d'eux. Ouais, mais ça peut être aussi apparemment berge, rive, frontière. Oui, juste. Peut-être pas peut-être, mais en reportant sur une carte, on verra s'il y a des hypothèses qui peuvent fonctionner. Moi, je parte parce que ici, moi, je partais sur l'M d'état dans le sens où on est dans ce que j'appelle le style liste de courses. Les Égyptiens aiment bien faire des inventaires. On retrouve ça dans différents contes, comme le conte de l'Oasien, etc. Et c'est très intéressant puisqu'il nous explique tout ce qu'il y a, tout le chargement, tous les produits qui se trouvent sur ses ânes et sa caravane. Donc on a une image du commerce avec les oasis. Donc c'est très intéressant. Ici, moi je partais sur une liste vraiment de pays dans ce type-là. Donc je partais sur l'M d'État, mais voilà, ici, par rapport à ceci, on va voir
À savoir qu'on repartait aussi sur une traduction dont on parlera tout à l'heure, et M. Bonny en avait même parlé. Et je me dis qu'encore une fois, vous ne dites rien, hein, vous ne dites rien, mais je suis en train de raconter des bêtises. Parce que ça, c'est pas Kadesh, évidemment. C'est l'Orient, non? Kadesh, c'est Kadesh, Kadesh. Il est là, Kadesh? En dessous, oui. Kadi. Il est à la fin. C'est la Akkad, Kadi. Ouais. C'est pas bon tout ça. Donc, et là, on est sur le pays de Kadi. Ah oui, l'Orient. Donc, pays 2, hein, ceci toujours. Dans le pays de Pikarch, je vous dis ce qui était ici, mais qui sera le patelin de Ougarit. Et ce patelin de Ougarit n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné du patelin de Mouchana, de Mouchana. Mouchana-chu. Et ensuite commencer le texte et le récit de la bataille, de la conquête et de la campagne complète. Nous avons donc un inventaire de patelins, toute une liste. Ça se structure très bien. Donc, début des victoires, début du récit des victoires du roi Pharaon, celle qu'il a faite en état de différents pays, le pays de Keta, de Naharina, de Retchenu. Alors, ce qui est embêtant, c'est que il y a des endroits qui sont des villes et d'autres, enfin il y a des noms qui désignent des villes, des cités, et puis d'autres qui vont plutôt désigner des villes proprement dites. Hein. Donc la question étant de savoir, par rapport à l'hypothèse ici de M. Domenet, savoir si la ville de Lucca était proche de Carchemish. Dans le pays de Cali, le pays de Kadesh, d'Ougarit et de Moucha. Donc, ici, évidemment, à ce stade-ci, on a traduit ceci, effectivement. On a vu les formes grammaticales qui ne sont pas du tout extraordinaires, mais surtout, on a collecté une série de noms de lieux. Et que nous reste-t-il à faire? À ce propos, j'ai juste une petite remarque. Je vous en prie. Sur le Retchenu. À l'instar d'autres documents que j'ai trouvés, il le traduisait plutôt par Iratu, et qui en fait serait la ville d'Arwad. Et je serais pas, enfin voilà, donc je suis plutôt sur Irtu ou Iretu que Retchenu. Mais alors, je suis en train de chercher dans tous mes bazar où est-ce que je l'ai trouvé. Et comme ça date d'il y a plus d'un mois. Que je suis toujours mais... Ah non, mais je note, mais il y en a partout. C'est un bazar monumental. Et donc, du coup, en fait, quoi qu'il en soit, j'étais plutôt sur Irtu, donc Arwad. Je ne sais plus où je l'ai lu. Que Retchenu. Qui, il me semble, n'a pas la même graphie, c'est pour ça. On va y arriver. Donc, nous avons ici une série de noms de lieux, mais la difficulté, effectivement, c'est d'arriver à identifier précisément les villes. Alors maintenant par exemple, Naharina qui désigne le Mitanni, il faut bien se dire qu'on est ici sur de la politique étrangère et que les pays n'étaient pas... j'essaie de chercher... si vous demandez, on va dire Angleterre, en anglais, on va vous dire United Kingdom.
Ça va désigner le même pays, mais forcément, le nom du pays sera différent par rapport au pays étranger qui le nomme. Donc, il faut arriver ici, maintenant, à pouvoir identifier ces villes et savoir aussi que ces villes ont pu évoluer dans le temps. Donc là, on a les noms, et les noms que je viens de donner ici sont les noms qui sont proposés dans les dictionnaires et les différentes traductions. Et d'une traduction à l'autre, d'ailleurs c'était un peu la même remarque à laquelle je souhaitais arriver avec les deux traductions que j'ai postées à propos de la prière à Thoth, c'est qu'on arrive parfois à des résultats différents et il faut arriver à identifier ça. On va y revenir, je vais revenir dans mon PowerPoint pour la suite des opérations. Je voudrais dire que moi aussi, quand j'ai fait le travail de préparation, j'ai pas trouvé Retenou, j'ai trouvé comme monsieur, en fait, Irtou. Et Oui. j'ai fait quelques sur des ouvrages, sur un peu tout ce qui me tombait sous la main. Et j'ai repris, je l'avais indiqué en classroom d'ailleurs, pour que éventuellement des élèves, des apprenants comme moi puissent regarder. Madame Noblecourt a écrit un bouquin sur Ramsès II, et à la fin, il y a de nombreuses sources, et elle cite des villes qu'on cite effectivement sur Pentaour, et elle parle de Irtou, en fait, voilà. Et donc, je suis resté sur cette traduction, j'ai réussi à retomber avec la translittération, comme monsieur, sur Irtou, I-R-T-W. Oui, puis qui correspond à la ville d'Arwad, qui est totalement pas loin de Kadesh, ouais, etc., qui a du sens en plus. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, non? Ah ouais, c'est ce livre. Voilà. Donc ici, en fait, voilà, l'ouvrage dont vous parlez ici, c'est celui-ci. Oui, oui, absolument. Voilà. Qui est un indispensable, faut-il le dire. Page 151. Je n'ai pas le livre sous les yeux, mais page 151. Il y a en fait il y a le début du poème, et il y a les sources qui sont citées un peu plus tard, un peu plus loin. Alors voici, j'ai pris le tableau qui se trouve justement dans l'ouvrage de Roche-Noblecourt, qui elle renommait et retrouvait les pays comme celui-ci, et les renommait comme celui-ci, dans lequel pour elle le premier c'était le Kati, pays des Hittites en Asie mineure, Naharina, qui était ici, qui correspond au royaume de Mitanni à l'est de l'Euphrate, pardon. Le troisième devenait Harzawa ou Hiru, au sujet du Kati le long de la Méditerranée. Kidaza, au sud-est de Hattusha, au nord de la terre d'Arzawa. Il faut arriver à remettre tout ceci sur les différentes cartes que nous avons ici. Et c'est là que c'est sans doute la deuxième étape. Dardani, dans l'Iliade, cité dans l'Iliade, mais je me suis demandé, est-ce que ça a un rapport? Non, c'est pas possible que ça ait un rapport avec le détroit des Ardennes, ça me paraît un peu loin, qu'il ait été jusque-là. Enfin, la similitude du nom ne me paraît pas justifiée. Kerkesh, Maza, Karkisha, qui était ici, ça le respectait, mais effectivement, pour elle, il y a les deux. Donc, celui-ci du Retenou. Je vais aller rechercher. Hop. Et donc, l'autre traduction du nom de ville, ici, étant celle-ci. Et alors, que je retrouve... Et donc, la traduction en question, je vais le mettre tout le monde, qui arrivait
à ceci. Éditer texte graphique. Oui, j'ai retrouvé, ça y est. Et donc, l'erreur, la confusion, c'est ça que je voulais arriver. Ici, c'était G. Ah. Ensuite. Puisque dans l'inventaire, ici, on a, si on dans la première traduction, ici, où on a le retenu ou retenu ou retenu, il y a plusieurs graphies. Ici. Où on va avoir cette graphie-là. La question étant de savoir, c'est si on découpe ici ou pas. Et il y a des traductions, je dis, c'est comme dans l'Imnatot, où vous aviez, si vous vous souvenez, vous avez, au début de la première traduction, on avait une référence, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou l'autre, au dieu Knum. Et puis dans l'autre traduction, plus tardive, on a une traduction liée à Hermopolis. C'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Pareillement, ici, vous avez une traduction, vous allez trouver des traductions où vous aurez, si on sépare ici avec, à ce moment-là, un sens à trouver à ces signes-là, de trouver le Retchenu qui était ici et celui qui était écrit en dessous, où on a Erchenu qui était ici. Et je rappelle que ce sont des textes, le poème de Pentahour existe sur 8 documents, sur 8 versions différentes. Et sur l'une des versions, je recherche ma source, mais je ne la retrouve pas, mais c'est pas grave, je m'attends là-dessus. L'une des graphies rapproche le pays ici, donc qui était la Syrie et la Palestine, donc on était quand même dans le même coin, rappelait ici plutôt le Retchenu, tandis que d'autres documents, on a ces signes-là qui sont devant, et effectivement, on arrive plutôt à ce moment-là à ceci. Donc la question étant de savoir, d'arriver à trancher entre les différentes versions du document, quel nom de lieu on va choisir, principalement. Alors moi, c'était pas Madame Doblecourt, c'était James Henry Brest en 1906, dans sa traduction. Celle-là, je vais vous dire, je ne la connais pas. Ah, avec mon anglais à 2 balles, Ancient Records of Egypt, partie 3, James Henry Breasted. Vous connaissez le monsieur, je suppose. Ouais, c'est là. Et donc, c'est dans sa transcription, en 1906, il parle bien de Harwad, donc il y a Ratou, qu'avant la Doblecourt, ouais. Oui, j'avais trouvé ça, ok. J'ai trouvé ça où, moi? Dans le site, je peux vous le donner, mais bon, ça, je pense que vous trouvez James Henry Brest, je pense que ça, vous trouverez dans sa traduction de la bataille de Kadesh. Sinon, savoir quand même que le texte en lui-même a fait l'objet de très nombreuses études. Puisque c'est une des premières pour laquelle l'on puisse reconstituer quasiment comme on pourrait reconstituer la bataille de Waterloo. Donc ici voilà, à trancher entre les différents noms de lieux. Ici, voilà, dans certaines versions, on aura tendance à pencher pour celui-là plutôt que celui-ci. Et je reprends donc ici. Bon, je mets le lien dans le ouais. du cours comme ça, si quelqu'un veut voir le lien, ce sera plus rapide. Et donc, on a une série de villes qui sont ici. Donc voilà, Arzawa, Hirou, au sud-ouest du Katif, c'est-à-dire le long de la mer Méditerranéenne, pardon, que je raconte. Donc on serait plutôt de ce côté-ci. On va essayer de préciser un petit peu.
Dans les différentes villes, Kerkejudi Maza, qui était ici, peu de distance de Karkisha. Donc là je précise, la traduction que j'ai ici, c'est celui de Christian Desroches Le Nouveau Recours, Ramsès II, la véritable histoire, le bouquin dont j'ai parlé. À savoir que c'est traité également dans d'autres, la bataille de Kadesh, on a de nombreux d'autres textes qui existent. La ville de Kadi, au nord de la Syrie, il faut être un peu plus précis. Là même Madame de Roche-Nouveau le dit, peut-être. Kadesh, par contre, est bien connu sur l'Oronte aujourd'hui tel Nebimend, donc on le connaît. Fougarit, qui est l'actuel Ras Sharma, près de la mer, à 11 km de Tatiké. Mouchanet, donc ici qu'on avait trouvé traduit par Mouchanat, Mouchanet, non identifié. Et alors la ville d'Alep, qui est oubliée dans cet inventaire-ci, puisque la ville d'Alep était, faisait partie de la coalition, était plutôt un allié de Pharaon. Alors, à savoir que la ville d'Alep aujourd'hui, pour essayer de retrouver des vestiges de la ville d'origine, c'est un petit peu compliqué, puisque la ville a continué à être occupée et que dernièrement les Syriens se sont entretués et qu'elle est aujourd'hui sous des décombres d'immeubles en béton. Voilà, hein. Donc c'est un peu plus compliqué d'aller faire des fouilles là-bas. Donc voici l'ensemble des pays cités, donc ici est repris d'après Madame de Roche-Noblecourt, Katina, Arina, Ardawar, Pidada, etc. Et lorsqu'on essaye de le resituer sur une carte, il y en a une qui reviendra assez régulièrement, puisqu'on a la bataille de Kadesh. Alors c'est assez intéressant de voir qu'on se situe à un endroit qui est une espèce de corridor obligé, de passage obligé, puisque d'un côté c'est la mer, de l'autre côté c'est le désert, et l'utilisation de la mer ne pourra pas se faire avant les époques gréco-romaines, pour des raisons militaires, s'entend. On voit qu'ici on a la ville de Alep, qui se trouve ici, qui est toujours inconnue, la ville de Hougarit, on en parlait, hein, donc la ville de Hougarit qui est ici, la ville de Karkemish, donc on voit qu'on s'enfonce dans le territoire hittite, assyrien, il s'est mis ici. Par contre, dans les différentes villes citées ici, au-delà de Karkemish, je n'en ai plus trouvé. Maintenant, voilà, il y a des villes qui sont aujourd'hui tout à fait inconnues, hein, on ne sait toujours pas où elles sont. La plus célèbre, c'était celle évidemment de Kadesh, et c'est là que c'est intéressant, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux textes, il y a le poème et puis il y a le bulletin de guerre, et on peut arriver à reconstituer, il y a pas mal de littérature là-dessus, à reconstituer la bataille, puisque fondamentalement, si mes souvenirs sont bons, Pharaon disposait de quatre armées, ou de 4 compagnies, ou de 4 bataillons, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y avait le bataillon d'Amon notamment, et il va manœuvrer et voilà, parvenir à capturer et à défaire les Hittites. Aujourd'hui, vous avez la ville du site d'Ougarit qui est ici, qui existe encore. Donc parmi les plus grands sites, il y a encore des sites archéologiques qui existent. Si vous souhaitez aller visiter un jour, donc on se trouve J'y suis allée, moi, là-bas. Ah ben voilà. J'y suis allée. C'est là où ils ont trouvé les plus anciennes tablettes d'argile écrites à Ougarit. Karkemish existe encore en tant que site archéologique, il a été fouillé en 1913, donc on voit qu'on est là, hein, donc ici moi j'avais pris Kadesh de côté, et une des villes les plus nordiques vers lesquelles il a pu se rendre, enfin non, je dis Ougarit qui était ici, Kadesh c'est l'endroit d'une bataille, donc à mon avis aujourd'hui il n'y a plus que soit des cultures, il ne doit plus y avoir de traces, donc ici nous sommes à Karkemish, et de nos jours, voici à quoi ressemble le site. À savoir que ces sites, souvent, ont été occupés de manière postérieure, donc à l'époque gréco-romaine, voire médiévale, et puis encore par la suite. Et donc parfois aujourd'hui, si vous regardez bien, la ville n'est pas loin, hein, elle est juste là derrière, et on a le site archéologique qui est ici, qui se trouve ici, et dans lequel je pense même de mémoire que par exemple ceci, le grand carré qui est là, c'est l'agora gréco-romaine. Hein, et on retrouve là en dessous quand même encore des traces d'occupation hittite. Donc nous voici
bien loin déjà dans la géographie des campagnes de Ramsès. Moi, par rapport aux recherches que j'ai effectuées sur les villes, ça pourrait nous amener quand même beaucoup plus loin qu'on le pense. Attention, c'est que des théories, encore une fois. Hein. Parce que si on part du principe que Méchénet pourrait être Mycène, et apparemment on retrouve dans le toponyme Mukana sur la statue d'Amenhotep III, ça fait quand même arriver pas mal, hein, parce que Mycène, c'est quand même pas à côté. D'autant que les Dardanie, c'est pareil, Dardanie, c'est une cité grecque en Asie mineure, qui est juste en dessous de la Mysie. Donc ça, oui, c'est quand même... Je suis d'accord avec vous. La question que je me posais à propos Dardanie, détroit des Dardanelles, etc., ça fait quand même loin de la maison, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a vraiment été ça? Je ne sais pas. Attendez, je n'ai pas compris. On retrouve Lucca qui se trouve presque au niveau de la crête, quoi. Oui. En dessous d'Éphèse, c'est vraiment très loin. C'est écrit avec 2 K, Lucca. Bon. Oui. Je n'ai pas fait de recherche sur tous les mots. Il y en a qui sont connus, comme Ougarit, ce sont des sites qui existent encore, ou Carchemish, ce sont des sites archéologiques. On m'en a parlé à l'école. Mais les autres sites, j'ai fait quelques recherches, mais il faudrait arriver maintenant, entre guillemets, où est-ce que je suis, comme le dit, voilà, Mouchanette non identifiée, c'est ce que nous dit Madame de Roche-Noblecourt. Maintenant, ça ne veut pas dire que la... Il y a l'Horus de Mézène qui était au sud-ouest d'Athènes, et encore une fois, qui reprend la symbolique de Mukana et de Mouchinette, ce qui pourrait amener à Mycène, effectivement, mais pour les Dardanelles, pour Dardanie, j'avais trouvé également Dardanus Tchartchéni, qui est un peuple de Syrie confédéré à Kadesh. Donc on pourrait même être sur rien à voir avec... encore une fois, c'est plein d'hypothèses. Et Lucca, on pourrait être sur la Lycie, ou comme une ville de Judée, parce qu'apparemment les Lucas auraient été apparemment un peuple de la mer qui aurait aidé les Hittites. Donc les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils disaient? Les Égyptiens, ils les nommaient Roukou. Donc ils étaient déjà sur le Roux, et non pas le L. Pas ce que j'ai trouvé, hein. Roukou ou Louk, ou Louki. Donc ils les appelaient comme ça. Donc ça voulait dire que s'ils étaient sur Roukou, ils étaient déjà connus en Moyen-Égypte. Enfin au Moyen-Empire. Écrit comme ça? Attendez, avec un U. Oui, enfin Roukou, R-U, avec un U. Enfin, tout à fait. Alors ils étaient connus comme ça, apparemment. C'était un peuple plutôt de la mer qui aurait aidé les Hittites à l'époque, les Loukas. Mais encore une fois, voilà, tout ça, c'est des positions. Et Mouchanette, pareil, il y en a qui le mettent en Phénicie, donc... il nous manque du matériel. Ah oui, ici c'est clair. C'est clair que ici, ce n'est qu'une approche simple, mais si on veut reprendre l'enquête complète, ça peut effectivement conduire très loin. C'est Kerkesh, qui c'est qui a trouvé Kerkesh? Parce que moi, Kerkesh, c'est pareil. J'ai trouvé des éléments avec Ilakou, ou éventuellement les Girkashites, qui étaient un peuple à l'est de la mer de Galilée, au pays de Canaan. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et puis, du coup, on n'est pas forcément sur une ville, mais sur un domaine. Et je ne sais pas si quelqu'un a trouvé Kerkesh. Je ne sais jamais. Moi, j'ai été très embêtée à la fin avec tous les Zédins là, qui se promènent à droite et à gauche. Pour Carchemish, par exemple. Les signes Z, hein. 2 d'un côté et 1 de l'autre. Donc, c'est vrai que ça m'a perturbée sur les mots. Je n'ai pas d'explication par rapport à les 2 traits à chaque fois ici. Ouais, ça m'a... Du coup, je n'ai pas fait le découpage au bon endroit.
Après, Carchemish, on l'a sous deux toponymes différents, enfin 2 écritures différentes. Ouais. C'est peut-être pour ça, je sais pas. On va voir ce que ça veut dire d'un point de vue cryptographique. Qu'est-ce que ça veut dire Carchemish ou Carchemish? Mais ici quasiment chaque nom de lieu, de nom de ville ou de territoire nécessite d'être repris un par un. Et si vous allez faire des recherches dans la littérature, vous allez voir qu'il y a de grandes variantes et des avis différents. C'est là que vous pouvez voir des égyptologues s'entretuer dans les colloques, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, quoi, hein. Sur le site que je vous avais mis là, sur donc le site UMA, le IR, qu'on retrouve dans l'Arwad, c'est traduit par territoire du Nord. Et par exemple, il y a sur un pylône, il y a écrit IR Tchepedjer, territoire du Nord d'une localité qui s'appelle Tchepedjer. Donc le IR viendrait en préfixe, éventuellement. Et donc dans le Arwad, tout à l'heure qu'on a vu IRTU, bah en fait, est-ce que c'est pas IR et plus loin, voilà, près de chez nous, parce que le IR venant préfixé. En tout cas, voilà, on l'a dans le site humain. Hein. Oui, il faudra chercher la dit poster ça. Là où il y a les toponymes, mais c'est vrai que IR, bah voilà, territoire du Nord. Donc, je ne sais plus où vous l'aviez mis, c'était dans la boîte à outils ou pas? Je ne sais plus. dans le... Non. Directement dans le dossier, dans le dossier devoir, en dessous de vos documents. Ouais. Dans l'exercice, en dessous de vos documents que vous aviez mis, j'avais mis des sites. J'ai rajouté tout à l'heure. Et dessus, bah, c'est le fameux site là. Ah, oui. C'est le LabEx Archimède. C'est ça. Ta traduction de Karnak, en fait. C'est un gros projet, ça. Donc c'était oui, sur ce site-ci, ouais. Et c'était dans toponyme, ouais, dans les toponymes, on pouvait trouver par lettre. Et IR, donc IR, ça devient territoire du Nord. Quand vous êtes dans toponyme, normalement, après, on vous propose les lettres. Hein. Je ne sais pas où c'est que c'est, vous. Alphabétique, voilà. Là, vous tapez le I, IR. Voilà, IR ensuite. Et voilà. Et là, vous voyez IR, territoire du Nord. On retrouve Iroun, etc. Puis quand on clique, on a à côté, si vous cliquez, voilà, vous avez tout de suite une référence. Et là, par exemple, IR, TPKR, TKR, THTNR, enfin. Et il y en a plein comme ça à chaque fois. Donc le IR, c'est comme si c'était une sorte de préfixe. Oui, je découvre. Hein. Bah, ils mettent bien ce petit site aussi là pour le Nouvel Empire. Parce qu'il y a aussi la vocable, il y a aussi les vocables, etc. Il y a les titulatures, il y a quand même pas mal de choses dessus. Oui, il est bien. Il est très très bien. Dans les vocables, c'est pareil. Pour chercher des termes, avec les vocables, on prend les premières lettres et on peut trouver des trucs sympas. Oui, c'est IR territoire du Nord, pas tous les jours. Mais ça nous fait... Oui. C'est la graphie qui m'étonne dans le IR, c'est tout. C'est juste la graphie qui est... Avec le A1 qui prend la bouche, enfin ouais. A2. A2, pardon, A2, oui. C'est juste la graphie. Ouais. Mais c'est une graphie Nouvel Empire, peut-être. Donc, du coup...
C'est un peu comme la prière à Thoth, je m'arrache les cheveux. C'est vrai, non. Parce que dans le SADC, le IRR, non, j'ai que IRR, j'ai pas avec la. C'est celui qui a bien agi ou celui qui a agi mal. Donc, et c'est avec un. Donc, du coup, j'ai pas. Je sais pas. Il faudra, c'est reprendre chaque nom de lieu un à un. Oui, mais c'est pas. La suite méthodologique pour approfondir ce. Le sujet, d'un point de vue méthodologique, la seule chose à faire, c'est de. Enfin, la seule chose à faire, méthodologiquement parlant, c'est de reprendre et déjà de voir si c'est pas quelqu'un qui a déjà fait l'étude, d'où l'utilisation et l'importance de la bibliographie. Mais c'est de reprendre les noms qui sont ici et d'essayer déjà d'identifier, de créer un corpus. Donc, si on prend par exemple la ville de Padasa qui est ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poème est connu par 8 sources différentes, 5 hiéroglyphiques, je ne dis pas de bêtises, et 3 en hiératique, et d'aller rechercher dans chacune des versions la graphie du nom ici, pour chacune des noms de dieux. Et de se dire, voilà, déjà de comparer les 8 graphies, de voir si c'est sur les 8 documents écrits de la même manière. Oui. Et s'il y a des différences, essayer de comprendre. Et puis ensuite, élargir le corpus et essayer de trouver dans d'autres documents pour pouvoir comparer. Donc, par exemple, moi ici, on parle là puisque avec les Hittites, ça a été une histoire de haine et d'amour avec les Égyptiens. Tantôt ils étaient alliés, tantôt ils faisaient du commerce, tantôt ils se tapaient dessus. Donc, il y a pas mal d'autres textes. Je ne sais plus si c'est pas le texte que je vous avais mis aussi, ou ce qui était intéressant, c'était la logique, où la personne était partie de la logique géographique, en se disant, voilà, si je pars d'un endroit, pour éviter de faire des allers-retours, dans la dynamique logistique de Ramsès. Donc ça voudrait dire que les villes, si je pars du principe que la ville de Lucca ou d'Ardéniche, elle est forcément sur la route, sur le chemin emprunté, pour éviter de faire des allers-retours. Donc c'était intéressant cette dynamique où il disait, voilà, je vais essayer d'étudier et voir effectivement si ça a du sens. Si les villes, de la façon dont elles sont citées les unes après les autres, sont des étapes et du coup qui permet de les situer. Et du coup, c'est vrai que mettre Dardénie en pays de Canaan, alors que ça vient, enfin il y a Lucca, etc., du coup ça collait pas. Parce que ça veut dire qu'il va en arrière et puis il repart après de l'autre côté. Il revient au sud, il repart au nord. Donc, et je ne sais plus où je l'ai mis ce truc-là, je ne sais plus si c'est celui que je vous avais mis d'ailleurs dans le document Academia. Là. Et j'avais trouvé cette approche qui était pas mal. Une référence pour l'instant. Alors, je pense au texte qui est ici, si je recherchais, il y a pas mal de références. C'est notamment, par exemple, de comparer ce texte avec d'autres textes, je pense dans le désordre au rapport d'Unamon, qui est donc un rapport, comment dire, diplomatique, d'un envoyé diplomatique et dans lequel il explique par où il est allé et ce qu'il a fait. Et est-ce qu'il est allé de ce côté-là?
par exemple, ici, c'est le type d'autres documents avec lesquels il faudrait pouvoir comparer les différentes graphies de noms de lieux et de voir ce qu'ils en disent. Donc, dans l'histoire de Namon, lui, je pense que je sais plus, c'est en Phénicie ou un truc ainsi que lui est parti. Unamon doyen de portique, etc., est chargé par son supérieur, le grand prêtre Hérior, de se rendre à Byblos, cité phénicienne, afin d'aller chercher du bois. Donc lui aussi, il raconte, il s'arrête au port de Dor, etc., se fait dérober une partie de ses biens, il arrive à Byblos et il va connaître tout un périple. Il va jusque loin aussi. Hein. Oui, il va aller aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est retrouver d'autres textes. On a également la guérison de la princesse Bactan, de Bactan. Où c'est une histoire de la princesse, je pense que c'est une princesse hittite. Et le récit le plus connu, c'est, je pense, celui-ci. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une princesse dont j'ai oublié le nom, qui est malade, qui est souffrante, et on envoie un prêtre qui finalement va prendre avec lui, je pense, aussi une statue de Khonsu, etc., pour aller soigner la princesse. Donc voilà, avoir aussi dans les graphies de ces mots, s'ils sont rendus de la même ville, de voir s'ils ont, de pouvoir comparer les graphies des mots et voir si on identifie par le même nom le même endroit. Après, à savoir si c'est de la mythomanie ou de la part de Pentaur, ou est-ce qu'en fait il s'est trompé dans la dynamique des villes, parce que partir sur le Hatti, le Naharin qui est complètement au nord, Pidassa, les Dardanelles qui sont complètement à l'ouest de l'Asie mineure, avec Massa, etc. Revenir sur Karkesha, puis Lucca, on est en tout cas en Asie mineure, Carchemish qui est pas loin de tout ça. Revenir ensuite sur Kadesh, c'est-à-dire descendre sur Kadesh, et ensuite Ougarit, et ensuite repartir sur Mouchenet, qui serait éventuellement Mycène. Bon, soit il s'est planté dans l'ordre. ou alors l'ordre a un autre sens. Ah. C'est-à-dire, l'ordre peut être aussi un ordre protocolaire. Et donc, on va citer les cités, soit de la moins importante pour terminer la plus importante, soit respecter un ordre chronologique. Autant de ce que j'ai pu dire, autant dans le bulletin de guerre, c'est un récit, c'est un rapport militaire qui est nettement plus objectif. Autant clairement le problème de Pentaur, c'est de la propagande. Et quand je disais tout à l'heure que manifestement c'est un document qui a été copié, recopié, et dont tous les notables souhaitaient avoir une copie chez eux, apparemment, est-ce qu'on n'est pas comme dans des versions plus récentes, certains ouvrages que tout le monde était obligé de posséder chez soi? Je pense au petit livre rouge ou un autre manifeste un peu plus nauséabond, vous voyez de quoi je parle, et que tout bon Allemand devait avoir chez lui. Donc, est-ce qu'on est dans la propagande ou dans le récit historique? Donc voilà, déjà, ça c'est la troisième démarche en termes de linguistique. Après la démarche grammaticale, la démarche sémantique, c'est l'analyse plutôt qui concerne les intentions du locuteur. Pourquoi est-ce qu'il met les villes dans cet ordre-là? Je pense que votre hypothèse est assez vraisemblable parce que, comme monsieur l'a démontré, géographiquement, ça ne tient pas trop la route. Et quand même, Pentaur, c'est plus un poète et un ami, enfin un favori de Ramsès II qu'un géographe. Donc, peut-être effectivement la solution de diffuser, comment dirais-je, pour des raisons protocolaires certaines villes pour marquer les esprits, et peut-être l'explication qui tient vraiment la route, quoi. Et argument supplémentaire, c'est que dans la liste qui était ici, il omet Alep,
qui est une ville qui jouait, semble-t-il, un peu double jeu. Oui. Hein, puisqu'elle était coalisée, elle ne faisait pas partie de l'Empire égyptien, mais elle était, voilà, elle était alliée sans être alliée. Puis il reste quand même des villes, voilà, Mouchanat, non identifiées, à ce jour en tout cas. Moukana, j'avais vu, donc, sur le statut d'Amenhotep III. Moukana. Et il parle d'Horus de Mécène au sud-ouest d'Athènes, ce qui pourrait donc être Mycène. Pas très loin quand même. Hein, enfin. Ils avaient des relations avec Mycène, il y avait déjà des relations, mais bon, ça fait que ça fait loin quand même. Ça fait loin, il faut passer le détroit. Ouais. Donc voilà. Ben, oui, c'est toujours le problème, c'est que c'est comme une pelote de laine. Hein, on se dit, on va juste traduire quelques noms de lieux et ça nous emmène beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Ouais.